Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que peut-être que tu te poses la question de est-ce que tu es TDAH? As-tu des difficultés attentionnelles, d'hyperactivité ou d'impulsivité? Peut-être que tu te poses la question de quelle est cette thématique, de quoi est-ce que l'on parle et tu as juste envie de le savoir. Si tu n'as pas vu la vidéo précédente, eh bien je t'invite à la regarder si tu veux savoir un petit peu pourquoi est-ce que moi j'ai réalisé justement ce diagnostic de TDAH. Cette vidéo, elle va se dérouler en 3 parties. On va parler du DSM-5, c'est le manuel de la littérature autour des, on va dire, pathologies psychologiques, autour des troubles neurodéveloppementaux, plus des, on va dire, c'est le dictionnaire des grands mots de la psychologie. On va parler des critères attentionnels qui déterminent d'une certaine manière si j'ai des troubles de l'attention ou non, et les critères d'impulsivité, hyperactivité. Donc comme je l'ai dit, c'est le grand manuel de la neuropsychologie. On voit donc à l'intérieur la plupart des troubles ou des pathologies psychologiques, psychiatriques et neurodégénératives. Donc ça, c'est des choses qui arrivent au cours de vie. Je le développerai plus dans d'autres vidéos si c'est nécessaire. Et puis il y a une grande base de statistiques qui permet des fois d'avoir des chiffres très pertinents, par exemple sur le TDAH, mais comme sur d'autres pathologies. Au sein du DSM-5, lorsque l'on parle du TDAH, on va essayer d'analyser un petit peu les symptômes de la personne. On va lui poser des questions et on va voir si cela répond à des critères très précis. Chez l'enfant, comme chez l'adulte, nous avons 9 critères autour des qualités attentionnelles et 9 critères autour de l'hyperactivité, impulsivité. Avant, les deux étaient dissociés, ils ont été réunis ensemble. Chez l'enfant, il faut au moins 5 critères sur 9 au total pour, on va dire, être le numéro gagnant. Chez les adultes, 6 sur 9, ce qui permet d'éliminer des personnes qui pensent avoir des difficultés, mais en fait qui ne correspondent pas du tout au TDAH. Encore aujourd'hui, on pose des questions autour de l'enfance de la personne, quelles ont été ses difficultés et à quel âge ces difficultés sont-elles apparues. Nous avons donc les enfants, avant c'était entre 8 et 10 ans, c'était quelque chose qui était relativement tôt, et puis on s'est rendu compte dans le temps qu'il fallait élargir l'âge où on essayait de voir les difficultés, par exemple comme moi qui ai un diagnostic très tardif, est-ce que j'ai des souvenirs jusqu'à une certaine année, est-ce que j'avais vraiment des difficultés à 4, 6, 8 ans. Aujourd'hui on peut regarder jusqu'à 12 ans. Et puis moi effectivement en arrivant au collège, commençait à y avoir des petites choses qui se sont passées qui au final au primaire ne se voyaient pas. Donc ensuite il est écrit qu'on regarde les symptômes de la personne au niveau de différents environnements de sa vie. Donc un enfant, par exemple, on va parler de l'école, mais pas que. On a l'école, on a aussi l'environnement familial à la maison. Donc si je suis un adulte, c'est exactement pareil. On va parler du travail et de l'environnement familial à la maison. Est-ce que au niveau, par exemple, du sport, je rencontre les mêmes difficultés? Est-ce qu'au niveau de mes activités, de mes passions, mes activités culturelles, est-ce que ces difficultés se retrouvent aussi à cet endroit-là? Si jamais les difficultés, je les retrouve à un seul unique endroit de ma vie, en fait, je n'ai pas de difficulté d'attention, c'est peut-être que cette activité ne me convient pas, peut-être que je n'ai pas les bonnes capacités pour la réussir. Par exemple, si jamais tu as des difficultés à jouer aux échecs, tu ne comprends pas les règles, tu n'es pas TDAH. Il faut que ça se retrouve dans plusieurs zones de ta vie, je pense que l'on m'aura compris. Ensuite, il faut noter que ces symptômes doivent provoquer une altération cliniquement significative du fonctionnement global de la personne. Donc pareil, ce n'est pas que dans la vie professionnelle chez l'adulte qu'on doit avoir des difficultés, il faut que ça se retrouve à plusieurs endroits. Donc est-ce qu'à l'école, pendant notre enfance, on avait des difficultés qui nous ont procuré justement un écart par rapport à la norme, par rapport aux personnes qui entouraient l'enfant, que ça ne devienne pas non plus, par exemple, du prof dans la classe qui cause des difficultés à tout l'environnement. Tous les enfants ont la même réaction face à la même action de la personne, non. Des difficultés, donc, qu'elles soient sociales, qu'elles soient scolaires, professionnelles, en tout cas de la qualité de vie de la personne. Peut-être qu'elle met en danger, sa santé, par exemple. Ensuite, on essaye d'éliminer d'autres problématiques. Il ne faut pas que ces problématiques d'attention surviennent lorsqu'on a par exemple un épisode de schizophrénie, parce que c'est compliqué de dire effectivement la personne elle est ou elle est pas. Il faut éviter que la personne soit sous médicaments, sous substance,
ça peut être drogue ou alcool. On essaie d'éliminer aussi les personnes qui auraient des difficultés avec des troubles, je sais pas, anxieux, des troubles psychologiques, des troubles identitaires ou de la personnalité. Forcément, si jamais j'ai d'autres difficultés, eh bien ces difficultés-là, parfois, peuvent me causer aussi des difficultés attentionnelles, voire de l'impulsivité, enfin bref. Tu vois un petit peu le délire. Il faut arriver à dissocier un petit peu, en tout cas être sûr de quoi est-ce que l'on parle. Ensuite, on peut noter les formes cliniques du TDAH. Il y a 3 formes. On a dans ces 3 formes-là, une prédominance qui peut être attentionnelle, c'est les critères donc A qui ont été remplis et pas la totalité des critères B que je vais citer du coup un petit peu plus loin. J'ai, admettons, 7 sur 9 dans les critères attentionnels et seulement 3 sur 9 dans les critères d'hyperactivité, d'impulsivité. Ensuite, si uniquement les critères B sont remplis, eh bien c'est l'impulsivité, enfin l'hyperactivité et l'impulsivité qui sont prédominantes. Et pour terminer, eh bien forcément il y a une forme mixte, quelqu'un qui a et des difficultés attentionnelles et de l'hyperactivité et de l'impulsivité. Avant d'entrer dans les détails plus précisément de ces critères, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à la liker, à partager à des personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu, cette thématique. N'hésite pas donc si tu veux découvrir un petit peu plus pourquoi est-ce que j'ai fait ce diagnostic-là, allez voir aussi dans la description le petit lien que j'ai inscrit pour en savoir plus. À partir de maintenant, je t'invite à prendre une feuille et un stylo car on va rentrer dans les détails de ces critères. Critères d'attention ou critères d'hyperactivité et d'impulsivité. Prends ce stylo, je t'ai laissé peut-être assez de temps en parlant. Si c'est encore pas fait, mets pause sur la vidéo, lève tes fesses, fais l'effort. Ce n'est pas pour rien que j'évoque tous ces critères. Ça t'aidera peut-être toi à faire un premier tri et à te dire si ce qu'on raconte ici est vraiment pertinent pour toi ou pas du tout. Évidemment, par la suite, il va falloir le faire valider par un professionnel de la santé, car je ne suis pas du tout ce genre de personne-là. Je ne fais que donner des informations, et puis après, toi, tu en fais ce que tu veux. Donc, pardon, ça va me faire un petit peu lecture, donc je vais avoir un petit peu plus de mal à regarder les caméras, mais en gros, donc, le premier critère au niveau attentionnel, 1 sur 9. Accroche-toi bien, ça va en faire un petit paquet. Es-tu souvent distrait par des stimuli externes? Ça peut être du bruit, par exemple, comme je le disais, dans une classe ou au restaurant tout à l'heure. Ça peut être au sein d'un jeu, il y a d'autres personnes qui sont en train de discuter à côté de toi, tu n'arrives pas à te concentrer. Au sein d'une discussion avec des amis, où parfois il n'y a pas forcément de musique autour, mais juste le fait d'entendre une deuxième personne qui parle avec quelqu'un d'autre, eh bien, tu tends l'oreille plus vers la deuxième discussion qu'avec celle que tu dois gérer vraiment là tout de suite maintenant. Ça peut être de voir des personnes qui dans ton environnement proche ou lointain bougent. Tu vois quelqu'un qui passe et tu as plutôt tendance à regarder cette personne-là qu'à te concentrer sur ta tâche que tu as réellement à réaliser. Ça peut être de passer du coq à l'âne, tu es en train de discuter avec quelqu'un et puis tu as une idée, tu en parles, tu as une autre idée et puis c'est reparti sur autre chose et on te sent pas forcément concentré et puis n'importe quoi capte ton attention. Deuxième point, difficulté à soutenir son attention sur la durée lorsque tu réalises un travail, un projet. Un jeu, ça peut être un jeu de société qui dure 2 heures. Ça peut être par exemple pendant un cours, une formation, tu dois rester longtemps assis pendant la journée. Ça peut être pendant la lecture d'un livre, en tout cas quelque chose qui va durer plus de 10, 15, 20 secondes. Plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Et à partir de quel moment est-ce que tu fatigues? Une fatigue vraiment où tu te dis là, j'arrive plus à me concentrer, il me faut une pause alors que les autres continuent. Des fois pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et toi, ça fait longtemps que tu as envie de faire autre chose. 3. As-tu des difficultés à te concentrer sur les détails? Je vais donner le plus gros des exemples, c'est par exemple l'orthographe. Lorsque j'écris, j'essaie de me corriger enfin, je sais pas, d'un devoir ou même un projet au travail aujourd'hui. Est-ce que je suis capable d'aller corriger toutes ces fautes d'orthographe, les petits S par exemple? C'est pas la notion de comprendre la règle de français, c'est est-ce que je suis capable de voir les fautes. Par exemple, pour mon cas, je connais tout à fait les règles de conjugaison et compagnie. Si tu me demandes, je peux te les donner, mais par contre, je ne me relis pas correctement. En tout cas, je ne vois pas les fautes à la lecture, car trop d'informations sur le papier. Donc, est-ce que tu fais des fautes d'étourderie, que ce soit à l'école, au travail ou dans n'importe quelle situation de ta vie? Est-ce que tu oublies des petites choses? 4. As-tu des difficultés à organiser tes travaux? À organiser tes travaux, ou ça peut être des devoirs à l'école. On va parler de tâches séquentielles. Séquentielles, c'est quand il y a des étapes à suivre. Est-ce que toi, tu es désordonné pendant ces travaux-là? Tu ne commences pas étape 1, étape 2, étape 3, 4, 5. Toi, tu commences par la 3, puis après tu reviens
reviens sur la 1, puis tu passes sur la 4. Est-ce que éventuellement tu as une mauvaise gestion de ton temps lors de ces travaux? Si jamais tu sais que ça va te prendre longtemps, tu sais pas quand est-ce que tu vas faire une pause, tu es vite fatigué, ou des fois tu te lèves, tu vas boire un café, tu te dis, ah mais en fait j'ai perdu une demi-heure. Tu as de la difficulté à garder tes affaires en ordre, parce qu'on en a parlé par exemple dans la première vidéo, moi, de mon bureau, et de l'état dans lequel il est, très mal rangé. Eh bien voilà, est-ce que quand tu te déplaces à l'extérieur, est-ce que tu as un sac, c'est carré, il y a toutes tes affaires dedans, ou est-ce qu'il t'arrive d'oublier, je sais pas, ta serviette sur la plage par exemple? Est-ce que tu respectes les délais lorsqu'il faut rendre un projet, lorsqu'il faut rendre un devoir à l'école, hein, on a un oral à passer, est-ce que j'ai bien préparé mon oral dans les temps, ou je fais tout la veille, ou même le matin à la dernière minute? Est-ce que tu peux en arriver carrément à compliquer la tâche sur laquelle tu es? Moi, ça peut m'arriver de me poser trop de questions et puis de vouloir, ouais, voilà, vraiment compliquer ce qu'il y a à faire, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est très simple, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir, il suffit juste d'appliquer les étapes une par une, il n'y a pas besoin d'inventer de nouvelles choses. 5 semble souvent ne pas écouter quand on lui parle. Est-ce que ça t'arrive d'avoir la tête dans la lune quand tu es en groupe avec des personnes, avoir un regard dans le vide, un regard perdu? Est-ce que par exemple quand on est en classe, on te pose une question, tu lèves la tête et tu dis mais où est-ce que je suis moi? Je ne fais pas partie de ce groupe, je ne sais pas pourquoi je suis là et pourquoi on me pose des questions que je n'ai pas suivi tout ce qui vient de se passer. Alors voilà, l'esprit est ailleurs, n'importe quelle distraction, eh bien, t'emporte, et éventuellement, les autres pensent que tu n'es pas intéressé par le sujet, la thématique. C'est pas que t'es pas intéressé, c'est juste qu'il y a d'autres choses plus intéressantes à côté. 6 souvent a en aversion ou est à contre-cœur pour la réalisation de certaines tâches. Des tâches, par exemple des devoirs, rendre un projet au travail, un long article qui soit scientifique ou journalistique, peu importe, il faut écrire pendant des heures, des grands rapports administratifs. Si tu es dans la difficulté à réaliser, alors tout le monde, d'une certaine manière, dans la population, n'a pas envie de réaliser des tâches administratives, de faire ses factures, ses impôts. Mais là, tu en es à un certain point, tu procrastines tellement que justement tu loupes les délais. Tu te fais engueuler. Il y a des rappels, et c'est quelque chose qui te met en réelle difficulté dans ta vie. Comme tu as bien pris une feuille, un stylo, là tu en étais déjà à 6 sur 9, si tu as déjà les 6 premiers points qui sont validés, attention à toi. 7 ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener à terme certains projets. Donc il y a d'une part, est-ce que je suis en difficulté pour comprendre la consigne? Est-ce que j'ai envie de faire différemment? Ça, c'est deux choses qui sont bien différentes. J'ai envie de faire différemment par rapport à ce qui est proposé. Alors, moi, je vais te parler de mon expérience perso. T'es à l'école, tu as un devoir de maths. Il y a une question qui te demande de te référer à un cours. Je réponds juste à l'exercice en utilisant un autre cours. Ça me paraissait beaucoup plus simple, ça me permettait d'aller beaucoup plus vite à l'essentiel. Et là, le prof, il est embêté parce que j'ai juste, mais je n'ai pas compris la consigne. C'est une façon un petit peu de voir les choses différemment. Et ça emmerde bien le monde parce que les gens, ils comprennent pas pourquoi tu as agi et réagi comme ça. Ça peut être pareil au niveau des tâches domestiques ou des obligations professionnelles. On te dit de faire quelque chose et tu n'as pas envie de réaliser cette tâche parce que c'est quelque chose qui te convient pas. Pas genre protection environnement, il faut... Non. Enfin, je veux pas rentrer dans les trucs comme ça, mais vraiment, on te dit de faire quelque chose. On te dit que c'est... J'en fais bouger le téléphone. On te dit qu'il faut le faire parce que c'est bien, et toi, par A plus B, tu te forces à prouver que non, ce n'est pas comme ça, qu'il faut faire différemment. Et ça peut en arriver à des choses conflictuelles. 8. As-tu des oublis fréquents dans ta vie quotidienne, que ce soit les corvées, des tâches ménagères par exemple? Est-ce que ce soit faire les courses, des rendez-vous, payer des factures, ou éventuellement des messages ou des appels? Est-ce que tu as pour habitude justement d'oublier tout ça? Par exemple, tu as un rendez-vous médical, tu l'as programmé depuis de nombreuses semaines, tu ne t'y rends pas, tu as perdu des affaires, tu as oublié de payer tes factures et tu as des rappels par exemple, enfin bref. Tu vois un petit peu l'étendue du 8e point. Passons au 9e et dernier point, j'enlève bien un doigt car on est tout au bout. Est-ce que tu perds souvent les objets nécessaires à ton travail ou à tes activités? Est-ce que tu penses que je te fais une liste, moi, des choses que j'ai perdues? J'en suis à 4 ou 5 cartes bancaires. Là, je viens d'en perdre 2 en même pas un mois récemment. Donc, je faisais très très attention à ce type d'objets. Ça peut être le portefeuille, ça peut être des clés, les clés du travail. Oh là là, qu'est-ce que je me suis fait engueuler par la mairie, des clés des gymnases. Ça peut être les messages et les appels. On te envoie une information. Bah là, très récemment, je devais aller visiter un appartement. L'agent immobilier, je l'ai au téléphone un jour, je dois aller visiter le lendemain ou le surlendemain, quelque chose comme ça. Et eh bien, il me renvoie des messages en me disant écoutez, j'ai fait visiter à 3 personnes dans la journée, j'ai déjà 3 offres, ce n'est pas la peine de vous déplacer. Elle voulait être sympa, et puis forcément, si jamais j'arrivais en plus, ça allait faire beaucoup trop de monde sur le dossier. Et moi,
Je suis passé complètement à côté du message. Pourtant, il était sur mon téléphone, c'était marqué. J'étais au rendez-vous, je l'appelle, bonjour. Bref, tu vois un petit peu l'étendue des détails. Et après, dans perdre, il y a perdre définitivement les objets. Et il y a aussi, mais où est-ce que j'ai mis ma casquette? Je cherche ma casquette, est-ce qu'elle est là? Où est-ce que je l'ai mis? Pas. Ah, elle est sur ma tête. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi arriver assez fréquemment. Donc, ces petites choses du quotidien que tu as laissées dans un sac, elle n'est pas dans la bonne poche. Tu es parti avec le mauvais sac. Tu es persuadé que tu as toutes les affaires sur toi pour aller à ton activité. Et en fait, t'as pas pris le bon sac. Bah là, t'es bien emmerdé. À toi de me dire donc, au niveau de ces 9 critères, avec ton petit stylo, ta petite feuille, si tu en es déjà à 3-4, t'es pas TDAH. À partir du moment où tu es enfant, tu as 5 critères sur 9. On peut commencer à se poser des questions. Adulte, 6 sur 9. Ça commence à devenir vraiment intéressant. Je continue avec les critères d'hyperactivité et d'impulsivité. Donc c'est pareil, on repart à 0. 9 critères de 1 à 9. Les deux sont différents, on verra si c'est une forme mixte ou pas, une prédominance ou pas. 1. Est-ce que tu as pour habitude de remuer les mains ou de te tortiller sur ton siège? On parle d'hyperactivité, forcément, on a des personnes qui bougent, qui gigotent, que voilà, il y a plein de tics. Nicolas Sarkozy, par exemple, à l'époque. Bref, tu vois un petit peu ce que je veux dire. Est-ce que tu te sens concerné par ça ou pas? C'était donc le premier point. On passe tout de suite au deuxième. Est-ce que tu te lèves de ta place lorsque ce n'est pas approprié? Alors ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que quand tu es au travail, en réunion, est-ce que vraiment tu es capable de te lever, de faire un tour de la salle avant de te rasseoir? C'est des choses qui me sont déjà arrivées. J'ai besoin de me dégourdir les jambes, voire de me détendre. Troisième point. Est-ce que tu cours ou que tu grimpes dans des situations qui ne sont pas appropriées? Parce que oui, il y a des personnes qui se disent hyperactives, qui ont besoin de se détendre et qui vont courir tous les matins à 5 heures, je vais faire 10 km de jogging. Oui, mais mon ami, ce n'est pas ça la problématique sociale de l'hyperactivité. La problématique réelle, c'est est-ce que, par exemple, tu es, je sais pas, dans la rue, tout le monde marche, tout le monde est calme, tout ça, et toi tu te mets à partir en courant parce qu'on sait pas. Et c'est là que ça devient difficile. Tu te mets à justement, moi c'est marqué grimper, hein, on est toujours dans le DSM-5, on est toujours dans ce bouquin-là. Il y a des personnes, par exemple, même des enfants, tu vois, qui se mettent à grimper dans les arbres. Alors, tu peux jouer aux cabanes. Quand tous les enfants grimpent, c'est bien. Mais par contre, quand tout le monde est à table en train de manger le dessert pour la petite sœur de machin, c'est pas le moment de grimper dans l'arbre. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? C'est vraiment le décalage entre ton action et le moment sur lequel tu te trouves et ce que font les autres personnes autour de toi. 4. Est-ce que tu as du mal à te tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisirs? Donc théoriquement, c'est des activités, on va dire, des temps calmes. Hein, tu fais un jeu de société, t'es posé au Monopoly avec des potes et voilà, t'essaies de lancer le dé, t'avances d'une case, puis d'une autre. Puis le jeu, il dure 3 heures. Sauf que toi, ça commence vraiment à te monter le bourrichon et t'as envie de faire autre chose, quoi. T'as envie d'aller jouer dehors, t'as envie d'aller faire du piano, je sais pas, t'as envie de te défouler. Est-ce que ce critère-là fait partie des choses, un petit peu des difficultés que tu rencontres? On arrive au cinquième. Chez les enfants, ça fera déjà 5 sur 9. Est-ce que tu es souvent sur la brèche ou que tu agis comme si tu étais monté sur des ressorts? Justement, c'est là où on commence un petit peu à parler d'impulsivité. Souvent sur la brèche, est-ce que tu réagis facilement à une petite remarque de quelqu'un au niveau émotif, tu as du mal à te contrôler? Est-ce que tu es monté sur des ressorts? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une situation, une action, quelque chose qui te fait réagir, tu sens que, voilà, là, je le montre un petit peu physiquement, je pense que tu comprends ce que je veux dire. 6. Est-ce que souvent tu parles trop? Alors quand on le prend comme ça sur le bouquin, c'est un petit peu il parle trop, bon ouais. Moi par exemple, quand on est 8 ou 10 à table au restaurant, non, je ne parle pas trop, je ne prends pas trop la parole parce que je me sens complètement éloigné. Par contre, quand on est en 1 vs 1, quand on est deux personnes, il paraît, je dis bien il paraît parce que ça, je vais pas. Il paraît que je parle beaucoup. Il paraît que j'ai du mal à laisser justement la parole à l'autre personne en face et que je reviens souvent sur mes centres d'intérêt. Donc ça peut être lu de différentes manières, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'accepte pas, on va dire, le temps calme, qui n'accepte pas le silence. Hein, parce qu'il y a des personnes qui parlent beaucoup juste parce qu'elles aiment exprimer ce qu'elles font dans la vie et compagnie. Là, c'est vraiment, selon moi en tout cas, briser le silence. 7. Toujours dans les relations sociales et autour de la parole, est-ce que tu prends la parole de manière
inapproprié? Donc forcément, on est toujours en relation avec les autres. Est-ce que tu coupes la parole dans une conversation à quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as du mal à attendre la parole? Quelqu'un est en train d'évoquer quelque chose, tu es obligé de dire ce que tu as envie de dire parce que tu penses, je sais pas, peut-être que tu vas l'oublier ou tu penses que c'est vraiment important et pertinent. Donc tu n'attends pas ton tour dans la conversation et ça en devient justement problématique et les autres te le font sentir. Je te dis, mais écoute, laisse-moi terminer ce que j'ai envie de dire. Alors, souvent dans un échange, dans un débat avec des personnes, ça peut arriver, c'est quelque chose qui peut arriver, mais là, c'est vraiment quelque chose de constant et qui arrive très, très, très souvent. Est-ce que même parfois, tu réponds avant la fin de la question? Ça, c'est ouf. Genre, il y a quelqu'un qui est en train de te poser une question et en fait, tu réponds, tu donnes une réponse directe, mais tu sais même pas réellement dans quelle thématique, de quel sujet il a envie de partir, la personne. 8. Est-ce que tu as du mal à attendre ton tour dans la queue? Je sais pas, ça peut être au supermarché. Tu vois, il y a 10 files d'attente, les caissières. Qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est pas ouvert? Là, il y a 4 personnes, là, il y en a 3, là, il y en a 2. Si jamais je suis dans la file, je vais aller me mettre dans la file où il y a que 2 personnes. Puis je suis là avec mon caddie, puis en fait, les 2 personnes devant moi, elles mettent beaucoup trop de temps. Et je vois qu'à côté, ça applaudit, donc j'ai envie de retourner de l'autre côté. Éventuellement, je sais pas, ça peut être en voiture, t'as un feu rouge, t'as les gens, ils avancent pas, t'es vénère, t'as envie de klaxonner, machin. Alors, je pense que tu vois un petit peu où est-ce que je veux en venir par rapport à ce petit point-là qui n'est pas compliqué à comprendre. 9. Est-ce que tu interromps les autres? Est-ce que tu imposes ta présence dans les groupes? Ça peut être faire irruption dans les conversations. Donc tu as un groupe, je sais pas, de 8 ou 10 personnes, tu n'en fais pas du tout partie. Là, tac, tu y vas et puis tu te fais remarquer. Est-ce que au niveau des jeux ou des activités, tu vas perturber les autres personnes, sans même parler de dire ça va te permettre de gagner, t'es pas forcément un tricheur, mais en tout cas tu es là et tu prends de la place. Est-ce que tu utilises les biens d'autrui sans autorisation? À mon avis, ça c'est un critère qui doit être plus pertinent chez les enfants. Tu vois, l'enfant qui vient, qui pique le tracteur de l'autre, tu dis sans dire que c'est le mien maintenant, mais en tout cas il a envie de jouer avec, il attend pas son tour une nouvelle fois. Est-ce que tu t'imposes ou est-ce que tu reprends ce que font les autres? Dès que quelqu'un fait une action et tu lui dis c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, il faudrait que, et à un niveau, à un certain point, parce que tu peux simplement donner des conseils, tu peux être sympa, ça peut être vraiment sympa, mais là, tu en arrives à un point où les autres te disent, écoute, là, franchement, tu dépasses les limites, tu dépasses les bornes, même certains diraient dans une publicité. J'espère que tu as bien noté, du coup, quels étaient les critères que tu retenais, toi, de ton côté. Est-ce que tu es plutôt dans l'attention, les difficultés attentionnelles, plutôt dans les difficultés d'hyperactivité, d'impulsivité? Est-ce que tu as une forme mixte ou est-ce que tu n'as aucun? Au final, ton résultat n'est pas probant. Je rappelle, je ne suis pas professionnel de la santé, donc c'est pas moi qui vais te dire si tu es TDAH ou non, mais en fait tu pars avec une bonne base, ça peut répondre à certaines de tes questions et par la suite, éventuellement, suivant les réponses que tu donnes, eh bien tu peux essayer d'aller plus loin, de consulter avec un professionnel de la santé. Donc là, il faut aller voir un neuropsychologue, peut-être éventuellement un psychiatre aussi. N'hésite pas à me et nous dire dans les commentaires du coup eh bien quelles sont tes réponses à ce test. Je serais vraiment intéressé de pouvoir les lire, ça nous permettra d'échanger les uns avec les autres parce qu'au final tu peux très bien être à 7 sur 9 et toi il y a 2 critères que tu n'auras pas remplis qui ne seront pas les 2 mêmes que moi. Donc c'est intéressant aussi de savoir un petit peu chaque personne, les difficultés, les symptômes qui vraiment lui incombent et lesquels ne lui font aucune problématique en fait. Je te laisse dans la description aller trouver le lien d'un sondage. Ce petit sondage va me permettre de mieux comprendre vos difficultés, vos symptômes, qu'est-ce qui vous embête chez le TDAH et ça me permettra dans les prochaines vidéos d'essayer de vous apporter des tips, des solutions, des outils, peut-être des interviews avec des personnes qui ont réussi à braver ces difficultés. Rappel, on partage, on like la vidéo, tu as laissé le petit commentaire, ça me fait déjà super plaisir. Donc n'hésite pas à aller le trouver dans la description et sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao.